Michel Foucault définissait ainsi la modernité du racisme dans sa dimension biopolitique. Donc je le cite, « Quand il va falloir tuer des gens, tuer des populations, tuer des civilisations, comment pourra-t-on le faire si l'on fonctionne sur le mode du biopouvoir, à travers les thèmes de l'évolutionnisme, par un racisme ?» Le racisme est lié au fonctionnement d'un État qui est obligé de se servir de la race, de l'élimination des races et de la purification de la race pour exercer un pouvoir souverain. La juxtaposition, ou plutôt le fonctionnement, à travers le biopouvoir, du vieux pouvoir souverain du droit de mort, implique le fonctionnement, la mise en place et l'activation du racisme. Et c'est là, je crois, qu'effectivement, il s'enracine. Il désignait ainsi, dans son cours au Collège de France de 1976, « Il faut défendre la société », l'usage colonial de la domination. Dans le monde post-colonial, qui est le nôtre, et sous le double langage de l'espace républicain supposé égalitaire, le tri opéré par l'évolutionnisme dont il parle va prendre les formes plus subtiles, plus insidieuses, plus disséminées de la discrimination. Elle s'opère au sein des populations migrantes, que leur couleur de peau expose au tri sélectif de l'accueil. Tuer passe aussi bien ici, en vertu des directives de l'Union européenne, par les violences policières que par les noyades en mer. Elle s'opère dans les départements et territoires d'outre-mer, où Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont actuellement les lieux d'une gestion coloniale au sens le plus violent du terme, noyautée par les milices et la brutalisation d'une gestion sécuritaire qui tue et déporte. Elle s'opère enfin dans les quartiers populaires, dont les habitants issus de l'immigration, c'est-à-dire pour une large part français, vont faire l'objet de ce que le philosophe Sidi Mohamed Barkat appelait déjà, à propos de la période coloniale en Algérie, le corps d'exception. Contrôle aux faciès, défaut d'accès à l'éducation, au travail, au logement, à la santé, aux services publics en général, cible spécifiquement les descendants de ceux qu'on a fait venir pour l'exploitation de leur travail. Au sein des quartiers populaires, des chercheurs et militants en sont eux-mêmes issus et en ont ainsi acquis la double expertise, celle de l'expérience physique et celle de la réflexion analytique. Sur ce double point, le travail d'Abdelmalek Sayad est véritablement séminal, et celui d'un sociologue comme Saïd Bouamama, dans sa pleine activité actuelle, devient classique à son tour. Dans la tempête de notre actualité immédiate, face à la montée en puissance d'un parti fasciste issu de l'OAS et reconverti dans les réseaux sociaux, ces pensées rigoureuses de l'expérience et de l'expertise intellectuelle sont des phares. Mais il suffit de pratiquer la philosophie de terrain en quartier populaire pour voir surgir, dans la ligne du mouvement de l'immigration et des banlieues, issu des marches pour l'égalité et contre le racisme des années 83 à 85, ou dans celle du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, créé en 2012, une véritable filiation des solidarités, qui, loin de conduire à un communautarisme, fait au contraire modèle de ce que devrait être un authentique espace républicain. En ce sens, les quartiers populaires, traités en espace de relégation, constituent bien au contraire, par leur histoire et leurs engagements présents, le cœur de lutte possible contre la violence économico-politique qui associe néolibéralisme et autoritarisme contemporain autour de la menace fasciste. Et l'Assemblée nationale des quartiers populaires, créée en avril de cette année pour peser dans le débat public, face à une représentation publique délétère, est une expression forte de ce passage à l'offensive. C'est à Marseille, où je fais actuellement un travail de philosophie de terrain en quartier populaire, que, sous le choc de l'annonce de cette forme de coup d'État que représente la dissolution de l'Assemblée nationale en pleine expansion du RN, je rencontre des militants des quartiers populaires dont la parole et les actes, comme création d'un commun, font véritablement lumière. Dans le quartier de Sainte-Marthe, le McDo, réapproprié par ses salariés à la suite d'une lutte menée sur plusieurs fronts, fonctionne désormais, par eux, en autogestion. Kamel Guémari est au cœur et à la pointe de ce combat. L'écouter, c'est déjà entendre un discours aussi conceptuel que revendicatif.
Et c'est maintenant seulement sa parole que je vais citer à partir d'un entretien qu'il a eu la générosité de me donner. Nous, en tant que Maghrébins qui ont libéré la France et donné leur vie pour ce pays dans les années 50, on est venus aussi pour soutenir cette belle France. Et pendant des années, on nous a rabâché de s'intégrer. Mais comment on peut s'intégrer dans le rejet? Nous, enfants de France de 3e ou 4e génération, on ne sait pas ce que ça veut dire français de souche. On a appris à s'imposer au lieu de s'intégrer, et on s'impose par nos actes. Tout acte qui va dans le bon sens doit nous faire exister. Le bon sens, c'est celui de l'intérêt commun, tout en gardant confiance en soi. Être satisfait d'exister parmi les autres, tous les autres. On ne peut pas oublier que les cimetières n'ont ni race ni couleur, mais un temps. Dans ce temps-là, on est tous égaux. Chaque âme goûtera à la mort. Mais pendant le temps de vie, se créent des complexités et des difficultés juste parce qu'on est issu de tel quartier, religion ou race. Mes parents avaient un traumatisme de cette époque, traumatisme qu'on a vécu. Aujourd'hui, on voit l'extrême droite en train de monter en flèche et on a oublié les ratonnades des années 70, à Marseille en particulier. Mes parents n'ont pas confiance dans un pays qui s'est servi d'eux et les a tués. Le traumatisme, ils nous l'ont refilé à nous parce qu'on n'en a jamais parlé. Le confinement, nos grands-parents en ont connu un pendant cette période-là de ne pas sortir de leur bidonville juste après l'indépendance. Il y a eu des accords pour construire la France. Il y en a qui ont défendu la France et ils ont été maltraités. Ils prennent la double peine, peine qu'ils ont prise pour ce pays et peine d'être maltraités par ce pays. Ça reste un tabou parce que chacun a une part de traumatisme. Leur souhait, c'est qu'on soit exemplaire et qu'on ne galère pas comme ils ont galéré. La galère est toujours là, mais elle est différente à partir du moment où on a le courage de faire exister nos droits et de ne pas se soumettre à un être humain. La connaissance des règles et des droits que nous avons, elle est nécessaire, mais même si on ne le veut pas, inconsciemment, on hérite des traumatismes. Mes parents sont des héros qu'on ne voit pas souvent, qui se lèvent à 4 heures du matin pour nettoyer nos rues, poubelles, bureaux, et contribuent à la richesse de notre France. Nettoyage, sécurité. Souvent, ils se retrouvent à subir les décisions gouvernementales parce qu'on est issu d'une classe sociale. Ce qui se décide sans nous est contre nous. Moi, j'avais une colère que je n'arrivais pas à comprendre, comme tout enfant des quartiers populaires. Une colère de ne pas être intégré, une colère d'être stigmatisé, pointé du doigt, au lieu qu'on nous tende la main, une colère du non-respect de la laïcité. Dès l'école, il est écrit « liberté, égalité, fraternité » et on ne nous apprend rien de ça. J'ai arrêté l'école très jeune, on ne m'a pas tendu la main. Ma vie a été chamboulée depuis le CM2. Ils m'ont fait passer en 6e parce que je ne pouvais pas rester en primaire. Ils m'ont fait redoubler 6e et 5e, mais on ne m'a pas tendu la main pour surmonter mes difficultés. Je suis arrivée en 4e, PPP, pour les hommes punis par prison, pour les femmes prêtes pour pute. Je n'ai rien pu apprendre. Colère de me sentir pendant des années à ne pas savoir réellement lire et écrire. Un enfant, on lui apprend, il ne peut pas apprendre tout seul. Si on vous donne un texte en chinois, vous n'allez pas apprendre. L'intelligence n'est pas donnée à travers la culture et la lecture seulement. On peut trouver un droit qui est con. À 16 ans, sans le milieu scolaire, va faire l'ouvrier et soit esclave de ce pays qui se nomme des droits de l'homme. J'ai serré les dents, essayé de compenser mes difficultés et lacunes par d'autres choses. Comme je n'arrivais pas à lire, j'écoutais et je retenais. J'évitais de me retrouver dans des situations qui pourraient me mettre en humiliation. J'ai toujours essayé de préserver ma dignité. J'ai quitté l'école, j'étais en difficulté, j'ai subi le divorce de mes parents, automatiquement, le foyer va mal. Je suis restée vivre avec ma mère, puis j'ai vécu à la rue et la rue m'a éduquée. J'ai appris à encaisser, à surmonter mes peurs et développer mon courage. Il y a toujours des personnes qui, au final, vous tendent la main. Mais on s'en veut. On en veut au monde de nous mettre dans cette situation, même quand on nous aide parce qu'on se sent redevable.
La vérité, le vécu, m'a fait prendre conscience que si je me retrouvais de l'autre côté de la barrière, la main que je tendrais ne serait jamais au-dessus de la main qui reçoit. C'est le contraire. Quand on te donne, qu'on te le fasse savoir, ça fait mal. Quand on donne la main droite, la main gauche ne devrait pas le savoir. Je respecte plus un vendeur de drogue qu'une personne des multinationales. La différence entre les deux, c'est que le vendeur de drogue paie la TVA quand il achète ses habits, comparé à d'autres en chemise-cravate qui pillent nos institutions, nos hôpitaux, nos commissariats et nos quartiers. J'étais loin de connaître et de me poser toutes ces questions. Comme tout enfant des quartiers populaires, Paris, Nantes, Lyon, Marseille, j'ai essayé de poser à une jeunesse la même question que je me pose. J'ai posé la question « Quel est votre rêve ?» J'ai découvert que tous ont partagé le même rêve. Mon rêve à moi, c'était d'avoir un travail et de construire une famille. Et j'ai fini par réussir. Avec le temps, j'ai réalisé que nous, enfants des quartiers populaires, on ne devrait pas rêver de ça, mais avoir le rêve de faire le tour du monde ou d'aller sur la Lune. Avoir un travail et construire une famille, ce n'est pas un rêve, c'est un droit. Nos droits, ils arrivent politiquement à les traduire en rêves, c'est-à-dire à faire comprendre qu'ils sont irréalisables. En parlant de conscience politique, la politique politicienne nous rabâche chaque jour de leur donner notre destin pour faire à notre place. Pendant des années, ils ont ancré dans nos têtes que nous sommes apolitiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on laisse la politique à ceux qui savent faire, alors qu'il n'y a pas mieux que celui qui ressent la douleur pour l'exprimer. Ce qu'on fait, c'est de la politique, mais on est apartisan. On prend notre destin en main, on paie nos impôts, on contribue à la richesse de ce pays, on essaie de combattre la misère, et quand le politicien met son costume et son parfum, il sent l'odeur de notre sueur. Fin de citation de Kamel Guémari. Le McDo réapproprié est devenu en 2019 l'après-M, mais il a aussi diversifié ses activités. C'est ainsi qu'au moment du confinement, par l'initiative de distribution et de nourriture, il a littéralement sauvé de la faim une partie des habitants du quartier de Sainte-Marthe et d'alentours. Parlez avec Salim, qui a contribué à sa création, avec Nour et Karima, qui font partie de ses piliers, chacun dans sa profession, l'un comme manager, l'autre comme informaticienne, avec Nibal et Nora, qui participent à la distribution alimentaire, avec Eira, Mouni, Karima, Mokhtar, qui s'impliquent bénévolement dans toutes les animations qu'ils génèrent, avec Louisa et Akila, qui y ont créé un espace de conseil juridique, c'est explorer véritablement un monde de professionnalisme, de militantisme, de stratégie sociopolitique et de solidarité. C'est aussi saisir la manière dont l'expérience des discriminations constitue une véritable armature de la pensée politique, de la capacité d'affrontement et de résistance, et de la conscience du commun. En ce sens, les quartiers populaires ne sont pas seulement un vivier de voix à ravir à l'extrême droite. Ils sont avant tout le ferment d'une véritable réanimation de la vie politique. Une puissance d'action collective dont seul un aveuglement dangereusement réactionnaire et actuellement fascisant peut tenter de faire l'économie.